Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui, je suis en présence de mon collègue Gabriel. Bonjour tout le monde, salut JP. Et comme on fait en cette période classique, on est sur une bonne série là, où on maintient nos deux segments classiques. On fait ça de façon traditionnelle, mais bon. Exactement, habituel. On entend également que vous appréciez à la fois les segments un peu spéciaux, mais les segments classiques vous plaisent, donc on les maintient. Puis c'est aussi des segments qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup de choses à dire également. Ouais, j'ai hâte. Cette semaine, on a un programme quand même assez intéressant. Deux sections dont on va pouvoir vous parler, puis qui sont quand même pareils, toujours dans nos thèmes, là, au son de la cloche, puis dans vos poches. Exactement, finances de marché, finances personnelles. C'est ça, mais là, le sujet de finances de marché, pareil, est un peu original. Ça, c'est plus de l'actualité, puis sur nos autres passions, en fait, qu'on quand même on suit. On n'oublie pas. Moi, je vais faire le disclaimer. Toujours, c'est ton mandat. Exact. On n'oublie pas évidemment ce qu'on parle aujourd'hui. Il s'agit de notre opinion personnelle, mais il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir de l'information qui est personnalisée sur vos besoins, moi, je vous invite à vous rapprocher de votre comptable, fiscaliste, gestionnaire de placement, etc., qui pourra mieux peut-être vous accompagner effectivement dans une présentation d'une solution qui sera vraiment personnalisée à vos besoins. Exactement. Donc, on vous rappelle aussi, lisez. Je le mentionne tout le temps, je fais toujours le petit ajout, là, allez lire là-dessus, c'est toujours important. Bien important. Et n'oubliez pas, le but, c'est de vous inclure dans nos discussions quotidiennes qu'on fait avec Gab, qu'on fait également avec Thomas, là, que vous appréciez bien dans nos podcasts et qui va se joindre à nous, et également de d'autres collègues et amis. Là, ça s'en vient, soyez patients. Exactement. Comme on vous avait dit la semaine passée, le 10e s'en vient, et 10e étant un chiffre important tout de même, on veut le souligner là, avec un épisode spécial. Donc on vous revient avec plus de détails sous peu, ça passe très vite, là, on se le rappelle. Et on va donc entamer ça en force avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc cette semaine, on va y aller avec un sujet spécial. Comme Gab l'a dit, on va faire un lien entre deux passions. Bien entendu, la finance. On va parler d'un sujet de finance de marché comme d'habitude. Mais on va également vous parler d'un autre sujet que je vais laisser Gab introduire et qui va peut-être en surprendre plusieurs là, chez nos amis français, qu'un Québécois canadien comme moi s'y intéresse. Et je parle d'un concept de finance de marché lié à la Ligue 1, qui effectivement est une ligue que je suis beaucoup. C'est vrai. Je me permets là, mais t'es quand même le premier. Là, je vais peut-être insulter Canadien que je connais qui s'intéresse vraiment à la Ligue 1 là, donc. Même si bon, on est d'accord que c'est pas non on suit comment dire plus les nouvelles générales là, mais c'est quand même une de nos passions en fait, le foot puis tout généralement les sports. Alors je trouvais que ça faisait un peu un lien intéressant. C'est moi qui avais eu l'idée en fait du sujet d'aujourd'hui. Ça concerne un club historique que moi je suis pas particulièrement fan, étant nantais, c'est un peu la rivalité de base. C'est pas un club où je suis très fan à proprement parler, mais c'est quand même un club historique, donc c'est pour ça que c'est important pour moi. J'aime les vieux clubs de football britanniques, français, etc. Il s'agit donc du coup des Girondins de Bordeaux, qui sont, comme le nom l'indique, basés dans la belle ville de Bordeaux. Je crois qu'ils ont déménagé maintenant il y a quelques années, en plus dans un tout nouveau stade, donc le Matmut Atlantique, si je me souviens bien. Puis donc, nous, on voulait revenir avec JP un peu sur un nouveau... En fait, le club a été racheté il y a quelques années. En fait, je crois que ça fait 2 ans maintenant, par des fonds d'investissement privés. Puis je trouve que ça faisait donc du coup bien le lien, effectivement, avec le concept finance de marché qu'on essaye de mettre en avant avec le podcast. Exactement, parce qu'on voulait un petit peu aborder aujourd'hui le côté fusion-acquisition, qui est un domaine de la finance de marché que Gab et moi, on apprécie beaucoup. Mais qui est aussi un concept qui est très technique, et on ne voulait pas embarquer dans, si on peut dire, une explication, une vulgarisation des concepts techniques, et Gab est arrivé avec l'idée justement de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé derrière la fusion-acquisition des Girondins de Bordeaux, et je trouvais que ça faisait quand même une belle mise en contexte, et c'est assez flagrant ce qui s'est produit. On va s'entendre, on va en parler plus en détail, mais je vais laisser Gab introduire un petit peu le concept de leverage buyout, qui est, si on peut dire, à la base de tout ce qui s'est passé. Et non seulement ça, mais on va parler un petit peu plus de fiscalité également aujourd'hui, là, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans tous les podcasts précédents, mais c'est assez intéressant de comprendre pourquoi est-ce que soudainement Wall Street s'intéresse aux Girondins de Bordeaux. Ça devient assez intéressant. Moi, je dois dire... Les deux termes, Girondins de Bordeaux et Wall Street, peuvent faire bien rire, là, mais pourtant c'est réellement arrivé en fait. Bon, les Girondins de Bordeaux, comme vous le savez, et puis la plupart des clubs français, c'est le cas,
c'est pas rentable là. Souvent des nids en fait on fait pas d'argent avec le football là. De façon générale, la plupart des clubs français reposent en fait sur deux principes en ce moment, des principes économiques. Le premier en fait, c'est l'augmentation des droits télé. Vous avez dû en entendre parler l'année dernière en fait, et puis ça va être appliqué à partir de la prochaine saison qui commence la semaine prochaine si je me souviens bien. Les matchs de la Ligue 1 vont être diffusés sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Mediapro en fait. Je crois qu'ils l'ont appelé Téléfoot. Enfin bref, c'était un contrat qui a été financé par des Chinois, en fait avec des capitaux chinois, mais c'est une chaîne espagnole. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis beaucoup de clubs ont parié donc du coup sur l'augmentation des revenus publicitaires puis des revenus de droits télévisuels pour pouvoir en gros augmenter leur exposition médiatique. C'est le cas par exemple des Girondins. Puis ça c'est donc du coup le premier concept. Puis le deuxième en fait c'est le trading de joueurs. La plupart des clubs français ils reposent sur un principe économique et on forme des joueurs pour pas cher. C'est vrai que la France a quand même un très bon système de formation. Il y a des bons centres de formation, oui. Exact. Par exemple, Lyon, c'est un excellent centre de formation. Ma belle ville de Nantes aussi, même si on n'a pas un très bon club là, il y a quand même des très bons centres de formation en fait en France. Puis les ligues étrangères sont très intéressées justement par ça, ce qui fait qu'on trade des joueurs, on n'achète pas cher, on les forme, puis on les revend à profit. C'est un peu ça le business model. Puis donc du coup est arrivé effectivement ce club, cette bande d'investisseurs. GACP, puis vous avez dû entendre parler de King Street, qui est l'actuel propriétaire, qui se sont mis à emprunter plein d'argent pour pouvoir acheter le club. Puis ça, on appelle ça un leverage buyout. Donc c'est un achat à effet de levier. C'est-à-dire vous achetez quelque chose avec la capacité d'emprunt de votre cible d'acquisition. C'est sûr que c'est assez risqué. Puis là, le club on commence à payer les frais. Là, je pense, JP, toi qui suis un peu la Ligue 1, est-ce que tu penses que Bordeaux a fait une bonne saison cette année? Non, exact. Puis comme Gab le mentionnait, c'est de voir un club comme Bordeaux, puis c'est sans rien enlever à Bordeaux, mais de voir l'intérêt pour des fonds d'investissement américains. On va s'entendre, la raison des fonds d'investissement, c'est pas pour le projet sportif qu'ils font ça. Là. C'est pour le fait d'essayer d'aller chercher des revenus dans les 10% en montant. Comment est-ce que ce club-là, ou pas ce club-là peut générer un tel rendement pour ces compagnies-là, c'est ce qui était surprenant et c'est ce qui un petit peu nous a amené à questionner ce fameux LBO-là. Le fait de prendre de l'emprunt par GACP, par King Street, également, Gab l'a pas mentionné, mais il y a aussi la compagnie Fortress Investment qui était là pour comme faire un prêt envers les Girondins, qui allait être utilisé finalement par les deux fonds d'investissement qui avaient fait l'acquisition. Il y avait une espèce de schéma qui, en arrière, était très complexe et Gab et moi, on en parlait souvent. Le schéma réel que les fonds d'investissement ont utilisé pour acheter le board, pas le board, mais la compagnie auprès des propriétaires actuels ou des propriétaires passés maintenant, parce que la transaction est faite. C'était le groupe M6 à l'origine, d'ailleurs. Exact. Et si je me souviens bien, et Gab, on en parlait souvent, c'était sur une espèce de fichier PowerPoint absolument minime. C'était une recette absolument inutile avec, si je ne me trompe pas, même pas le bon stade qui était affiché. Oui, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'ils ont mis... pour vous dire à quel point ils ont vraiment merdé, là, je pense. Puis GACP s'est retiré après. Là, progressivement, ils ont revendu leur part à King Street parce que c'est là où l'eau a commencé à mettre dans le vin. Bordeaux a vendu le rachat du club. Puis à l'origine, comme je l'ai indiqué, ça appartenait à la chaîne de télévision M6, là, la chaîne française. Et puis ils l'ont revendu en fait en faisant miroiter déjà l'augmentation des droits télé, le fameux trading de joueurs. Puis ils avaient médiatiquement, c'est vrai que Bordeaux dans le monde c'est quand même connu. Là. Marketingement c'est connu pour le vin en fait, surtout auprès d'investisseurs étrangers, la Chine, etc., les États-Unis. C'était bien vu. Puis le fait qu'ils ont présenté en fait le potentiel à King Street, l'offre de rachat ou de vente, avec un PowerPoint en fait qui fait 12 pages. Je me réfère à Romain Molina là, vous pouvez regarder aussi sur YouTube, qui est un journaliste sportif spécialisé justement dans le food business. Là, c'est hyper intéressant. 12 pages en PowerPoint avec des photos de Neymar. Puis ils ont mis le stadium de Toulouse, comment dire, ce qui est un peu une insulte pour le club là quand même. Là. Alors c'est ça qui est assez hallucinant. Là on se voit que en fait dans
le football, c'est comment dire, ils ont parié sur un pari à court terme, vous allez faire de l'argent avec les Girondins de Bordeaux. La réponse, c'est que malheureusement, on s'en rend compte, c'est que c'est très difficile en fait, surtout en France, de faire de l'argent avec du football. Exactement. Et pour faire ça simple, en arrière de tout ça, puis c'est un peu le contraste, c'est le fait de dire leur plan ou le PowerPoint qu'ils ont utilisé pour faire l'acquisition était hyper simple, alors qu'en arrière de ça, l'espèce de triforce entre les 3 compagnies qu'on a nommées pour l'intervention d'acquisition, pour la dette et également le côté fiscal, là, Gab pourra en parler plus également, là, mais tout passait par un holding qui était en Suisse, si ma mémoire est bonne, dans le but d'éviter, encore une fois, bon, la Suisse étant entre guillemets... c'est un paradis fiscal. J'allais pas le dire, là, mais bon, offre des avantages fiscaux bien évidents. Et donc, toutes les compagnies passaient par l'entremise de ce holding-là qui a techniquement fait l'acquisition des Girondins de Bordeaux, mais qui était un petit peu dans un but indirect de faire de l'évasion fiscale française par cette acquisition-là, et donc qui, pour les fonds d'investissement, on le rappelle, leur permettait d'assurer déjà un petit gain de rendement s'ils ne payaient pas d'impôts sur cette transaction-là. C'était déjà un très bon début pour eux pour faire du rendement rapidement. Et, comme on le mentionne souvent, et c'est un concept qui est très clé sur les LBO, et on ne veut pas embarquer dans les détails encore une fois, on en reparlera peut-être si ça vous intéresse, mais... Parce qu'il y a énormément de cas, en fait, aussi, qui existent dans les LBO, puis c'est vraiment un domaine extrêmement passionnant. Là. Exactement. Puis, tu sais, plusieurs transactions, et c'était un petit peu cette vision-là, c'est un peu des hit or miss. Ça marche, tant mieux, on va faire du bon rendement. Ça marche pas, on revend nos parts, on laisse une compagnie endettée, qui serait à ce moment-là les Girondins de Bordeaux, et merci, bonsoir, on continue nos investissements. Et c'est ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'au niveau du risque, si on peut dire, les LBO vont être risqués, ça c'est certain. Mais est-ce que le risque pour les 2 fameux fonds d'investissement de Wall Street qui ont des milliards sous gestion, alors qu'ils ont acheté, je ne me souviens plus la somme d'achat exacte. À peu près entre 2 et 300 millions. Là. Je crois que c'était pas non plus énorme. Là. Alors que ces fonds-là ont des milliards en investissement, et on le rappelle, ils n'ont pas acheté ça cash. Ils ont à peine mis, si je ne me trompe pas, 50 millions en termes de capital des 2. Le restant, c'est de la dette. Exact. Puis c'est vraiment ce qui est propre à un leverage buyout. Là. Comme on se dit, vous empruntez pour pouvoir acheter l'entreprise, vous empruntez des sommes. Ça, c'est ça qui est risqué dans un LBO. C'est que vous augmentez, en fait... les paiements, donc les paiements d'intérêt, les mensualités que vous allez faire sur votre prêt. Donc c'est sûr que c'est risqué. Donc si jamais ça foire, les paiements sur votre prêt, vous allez quand même continuer de devoir les faire. Sinon, vous êtes obligé de mettre la clé sous la porte. Et c'est ça qui est un peu fou. D'habitude, les LBO, c'est souvent pour des entreprises. Là, encore une fois, tu me corrigeras si je me trompe, JP. La plupart des LBO, c'est souvent pour des entreprises qui ont quand même des revenus entre guillemets stables. Là, exactement, des revenus stables, une certaine capacité d'emprunt existante, parce que bien entendu, il faut que la compagnie puisse s'endetter dès le jour J de la transaction. Donc c'est souvent des compagnies qui ne vont pas mal financièrement qui ont des LBO. C'est pas des compagnies proches de la faillite là, qui vont être soumises à ce genre de transactions-là. Et si on revient dans le contexte des Girondins, le risque pour ça, c'est que les 2 fonds américains, eux, leur but, c'est du rendement annuel. Leur but, c'est rapidement de faire du retour sur leur investissement initial qui n'était pas majeur, comme on a dit. Et donc, eux vont justement profiter des droits télé, profiter de ils vont imposer la vente massive de joueurs qui sont ceux qui ont le plus de valeur, les superstars de Bordeaux, qui, bon, sont pas... encore une fois, des joueurs légendaires. Là, tu me corrigeras, mais moi, je connais aucun joueur des exact, mais bon, si on trouve un moyen de transférer quelqu'un pour 30 millions, c'est 30 millions d'euros pareil. C'est un peu ça ma vision. Donc, le problème, c'est que pour eux, et je l'ai déjà dit, le concept du hit or miss, si ça marche, tant mieux. Ils vont pouvoir avoir un club qui va rouler avec un petit peu de liquidité par-ci par-là, peu importe que le club soit bon ou pas bon à cause des droits télé. Si ça marche pas, ils vont avoir pris le cash qu'ils pouvaient, et le restant, ils vont le revendre parce que ça reste qu'il y a des actifs sous les Girondins de Bordeaux. Et donc, eux n'avaient techniquement pas rien à perdre. Et en plus de ça, on avait le contexte fiscal qu'on a dit un petit peu, défaillant. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu 2 choses qui sont rentrées. Premièrement, le fait que vous avez le LBO, ça augmente le risque, on vient de le dire. Là, c'était intenable. Là. C'est intenable d'avoir autant de dettes dans entre guillemets, une entreprise qui fait très peu d'argent, là, des profits qui sont assez peu, mais vous êtes dépendant vraiment de la performance de vos joueurs. Il faut quand même que ces derniers ils se classent au minimum dans les championnats européens pour pouvoir valoir auprès de clubs. Pour la valorisation des joueurs. Ouais. Exact. Par exemple, pour les clubs de Première Ligue, pour être vendu en Angleterre, il faut que tu aies au moins une place à peu près correcte dans un des 5 grands championnats européens. Là. Donc c'est un peu ça qui est désolant en fait, malheureusement, et puis c'est triste pour les Girondins, c'est que c'est quand même encore une fois un club historique, mais qui se retrouve dans une situation très complexe parce qu'ils n'ont plus d'argent. King Street aussi, et puis c'est propre à Wall Street aussi, sont très secrets dans leur stratégie.
C'est pas des gens qui vont être très publics, comme par exemple les Qataris, par exemple au PSG, qui est un peu l'exemple inverse en fait, exactement. au niveau de l'investissement, où justement, eux, ils mettent de l'argent juste pour l'attractivité en fait du Qatar. C'est une publicité en fait pour le Qatar. Puis King Street, eux, s'attendaient à des rendements monstrueux, aux alentours des 10 à 15% par année, en sachant que, encore une fois, quand vous faites un LBO, comme vous mettez peu d'argent en jeu, de votre propre argent, de vos fonds propres au départ, ben vous allez booster les rendements. Donc souvent, vous pouvez faire des rendements assez monstrueux avec un LBO, mais encore une fois, c'est risqué. Puis moi, je pense que dans ce genre de cas, King Street n'a pas voulu dire en fait aux supporters aussi que c'était vraiment uniquement pour faire de l'argent, puis ils s'en foutaient du club. Comme je disais au début, ils n'étaient pas là pour le projet sportif. Là. King Street, c'est pas des grandes têtes qui sont des fans de foot. Là. Ils n'ont pas tous un gilet de Zidane dans leur bureau à Wall Street. Là. Même si ils sont basés, parce que je sais qu'ils ont leur filiale qui a fait le rachat était en Angleterre, là, qui est quand même oui, par l'entremise de la Suisse. Par l'entremise de la Suisse, ça fait que en fait, c'est ça, ils s'en foutent un peu. C'est vraiment, je pense, une vision à court terme qui est un peu dérangeante, puis qui est encore une fois qui est triste pour quelque chose. Exactement. Et je crois que c'est une tendance. Je crois que King Street, c'est quelque chose qui s'est produit peut-être pas tout le temps par des contextes de LBO, mais il y a eu plusieurs grands clubs historiques européens et anglais si on considère le Brexit, mais bon, ça c'est une autre histoire, qui ont été acquis par des grands fonds d'investissement américains ou des grandes compagnies américaines ou des grands richissimes hommes d'affaires américains. Et donc, je crois que c'est justement le bruit un petit peu couru à Wall Street dans le but de rappeler, il y a de l'argent à faire en termes d'investissement pur. Si on n'a aucune importance pour le côté football, pour ce qui se passe sur le terrain, on peut faire du rendement. Et donc, je crois que King Street est arrivé, si on peut dire, avec une volonté d'essai. Par contre, par rapport à plusieurs autres compagnies, il a décidé de ne pas le faire avec ses actifs, on l'a dit, par dette, par LBO, avec une très faible exposition. Mais dans un club qui ne sera pas capable de pouvoir subvenir à tout l'endettement qui le pari, je pense aussi, c'est de se dire, ils se sont dit, écoute, ça va devenir comme en Angleterre. En Angleterre, les clubs sont rentables, sachez-le, parce que aussi les tickets, les billets, la billetterie rapporte beaucoup. On appelle ça le match day income, d'ailleurs, en finance du sport, là, c'est un peu le terme exact. Il est beaucoup plus élevé en fait. Les maillots coûtent cher, les billets, les abonnements, ça coûte une fortune. Et les clubs sont beaucoup plus rentables. Par exemple, un club comme Manchester United, ça fait de l'argent. Puis voyez-vous, par exemple, un club comme Arsenal, ils sont détenus en fait aussi par des capitaux américains. C'est le fameux, comment il s'appelle, le gars des Rams, là, parce que c'est le propriétaire. Monsieur Kroenke. Oui, c'est Monsieur Kroenke, la famille Kroenke. C'est ça, donc ils sont déjà très au courant. Je sais que Fulham appartient aussi aux propriétaires des Panthers de la Caroline aussi. Oui, que ça j'ai oublié le nom. Excuse-moi, c'est les Jacksonville Jaguars aussi. C'est le monsieur pakistanais, là, je me souviens plus de son nom, là, mais tout ça, vous voyez que tout ça, ça fait en sorte que le sport est vraiment contrôlé par les mêmes personnes. Puis la tendance est de vouloir rentabiliser. Puis ça, c'est peut-être au profit, malheureusement, là, du côté sportif. Là. En tout cas, on souhaite que pour nos amis des Girondins qu'ils aillent mieux. Mais je trouvais que c'était une belle introduction, peut-être au milieu des LBO, puis au fait que, sachez-le, dans le milieu financier, c'est des deals. On a une approche par deal, puis qui est de court-termiste. Surtout dans le milieu des private equity. Exactement. Et puis, ça, on en reparlera dans d'autres épisodes. On parlera peut-être d'autres cas d'LBO, parce que c'est vraiment un beau domaine. C'est quelque chose qui est très fréquent, on l'oublie, là, dans le domaine des fusions-acquisitions. Donc, c'est sûr qu'on a plein d'autres exemples qui nous viennent en tête également de notre côté de l'océan. Là, au niveau du Canada et des États-Unis, on a plusieurs bons exemples aussi qu'on pourrait vous parler si ça vous intéresse. C'est peut-être sur ça qu'on va mettre un terme à la section au son de la cloche. Encore une fois, on ne voulait pas aller dans les détails. On était très axé sur les Girondins de Bordeaux et y aller avec leur contexte d'acquisition. On ne veut pas entrer dans les détails des LBO, mais on en reparlera parce que c'est quelque chose qui nous passionne et c'est quelque chose qu'on trouve très pertinent. C'est omniprésent et on s'en rend pas beaucoup compte, si on peut dire. Et encore une fois, là, on parle un petit peu d'un cas qui fait un petit peu mauvaise presse des LBO, mais on le rappelle souvent, Gab et moi, les LBO, c'est pas toujours mauvais. On en entend parler pour les mauvaises raisons, absolument. Mais il y a eu plusieurs bons coups avec des LBO. Donc, on essaiera d'en parler dans des prochains épisodes. Là. Exact. Puis je trouve que c'était une belle introduction aussi à nos autres passions, aussi, de ce qu'on regarde aussi à côté. On n'est pas H24 non plus sur la finance, mais c'est un exemple aussi de sujets où il y a des croisements qui sont intéressants, en tout cas. Exactement. Donc, on y va avec maintenant notre deuxième segment dans vos poches. Excellent. Donc, cette semaine, notre sujet, encore une fois, on reste un petit peu dans la logique de l'investissement,
On essaie de faire un petit peu des variantes là, pour pas vous parler uniquement d'instruments financiers ou on fait pas de suivi. On veut vous donner le plus d'infos possible. Encore une fois, dans les discussions, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on se fait comme discussion dans la semaine, puis on essaie d'en parler. Et Gab m'a soulevé un concept qui est très intéressant. Ce qui est drôle, c'est que tu m'as mentionné juste avant qu'on commence à tourner que justement... C'est quelque chose que j'ai parlé même avec d'autres amis, effectivement. C'est ça qui est assez drôle. Hein. Et puis, on voulait vous parler aujourd'hui de la phase de décaissement. C'est souvent une phase qui est assez mal maîtrisée. T'sais. Vous avez de l'argent, puis vous savez pas comment le conserver, en fait. C'est sûr que ce concept-là, vous allez dire, c'est plus adapté pour des gens qui sont à la retraite. Peut-être c'est des gens qui vont pas nous écouter. Mais c'est pourtant quelque chose qui me paraît quand même assez important, de savoir bien gérer la phase de décaissement de vos placements. On en a parlé à la fin, c'est souvent, quand on avait parlé, vous vous souvenez du profil d'investisseur, on avait dit, quand ton objectif de placement est plus, en phase de décaissement, c'est sûr qu'il faut être parfois, la plupart du temps, beaucoup plus sécuritaire. Puis dans ce genre de cas, c'est sûr que c'est plus intéressant de commencer à aller dans des placements au roulement de tambour, JP. Qui sont plus garantis, qui vont offrir des revenus plus réguliers. Mais exact. C'est ce que je peux vous même ajouter, là, c'est toute notre vie, et si vous êtes dans la vingtaine, la trentaine et que vous nous écoutez, toute notre vie, on va épargner. On va mettre de l'argent de côté, on va travailler fort pour pouvoir mettre de l'argent de côté dans nos placements, avec une grande partie de cet argent-là qui va être pour la finalité de notre retraite. Par contre, on va jamais vraiment y réfléchir avant, peut-être, en moyenne, Gab, tu pourras me corriger, mais peut-être comme 2-3 ans avant notre retraite. On commence à se dire, mon Dieu, j'ai accumulé beaucoup de sous, mais j'ai aucune idée quoi faire avec. Ou malheureusement, parfois, c'est le contraire. On se dit, j'ai pas accumulé assez d'argent. C'est un peu triste, là, mais... Mais on dirait que la réalisation arrive très, très tard, et c'est peu fréquent que les personnes vont commencer à se poser des questions assez tôt, selon moi, sur comment est-ce que je dois gérer l'actif que j'accumule dans mes placements. Et c'est justement un petit peu la base du problème, c'est que là, on arrive dans une période où on va être rendu beaucoup plus âgé, on va avoir une bonne partie de notre capacité de travail derrière nous, et on va arriver avec, si on peut dire, le gouffre que je m'imagine souvent, c'est-à-dire, je n'aurai littéralement plus de revenus d'emploi qui vont être dans mes poches, et je vais devoir vivre de mes placements et de mes rentes gouvernementales, etc. Ça, c'est une autre partie du sujet, là. Mais si on considère juste mes placements, je dois maintenant subvenir à mes besoins avec ce que j'ai accumulé uniquement. Comment je fais ça? Et comme je l'ai dit, je vais soulever la question à Gab pour qu'il puisse entamer un petit peu la discussion. J'ai un bon ami à moi qui m'a posé cette question-là pour un de ses parents en me disant est-ce que, un de mes parents prend sa retraite dans 2 ans, est-ce qu'il devrait tout sortir, ses placements, pour les mettre en liquidité ou dans du garanti? Ou est-ce qu'il devrait rester investi et continuer à maintenir son statut puis à sortir ce dont il a besoin? Et c'est une question qui est très pertinente et pour une fois, si on peut dire, dans les questions qu'on se pose, a quand même une réponse unique. Pour une fois, on ne va pas vous amener dans une... Il y a une bonne réponse, entre guillemets. Oui et non. Je dirais, c'est sûr que rapidement, moi je dirais c'est une erreur de liquider tout d'un coup. Là. Le fait de le convertir en encaisse, c'est que déjà, votre argent, quand c'est de l'encaisse, la plupart du temps, ça génère quasiment aucun intérêt. Là. On le rappelle, souvent moins que l'inflation. C'est souvent moins que l'inflation. Par exemple, je sais que nos collègues outre-Atlantique, quand ils utilisent des comptes qu'on appelle des livrets A, mais ici c'est un peu l'équivalent d'un compte d'épargne CELI ou un compte épargne régulier. Ce genre de compte, là, ça va nous générer, surtout en ce moment, que dalle. Là. C'est 0,5%. Là, tu peux pas vivre de ça. Moi, je vous dirais, première étape, faites-vous un calcul en fait de combien vous pourriez aller chercher de vos placements. Souhaitez-vous, puis créer, comme ça, vous pouvez vous accompagner d'un conseiller financier, mais vous pouvez vous faire aussi le calcul. Il y a plein de simulateurs aussi qui sont sur Internet avec, par exemple, si je fais, 4% de rendement par année, soyez un peu plus conservateur au passant, là, c'est mon conseil. Soyez plus conservateur, puis dites-vous, par exemple, ça représente combien d'argent si je fais ça. Alors, c'est une calculatrice financière toute simple, là. Et puis vous pouvez vous dire, par exemple, parfait, je pourrais décaisser tel ou tel montant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement le fait d'encaisser de l'argent. Il faut être conscient aussi d'un point de vue fiscal, il faut se renseigner sur cet aspect-là. Certains placements, je sais par exemple les assurances-vie françaises, habituellement au bout de 7 ans, vous avez en fait une imposition qui est réduite sur vos gains. Donc c'est sûr que c'est plus intéressant qu'il y ait les 7 ans qui soient passés, puis de commencer à décaisser progressivement votre argent, parce que vous êtes à l'abri de l'impôt. C'est la même chose, par exemple, si vous êtes ici au Québec avec les comptes qu'on appelle des REER ou des FER, quand on devient à la retraite. Oui. Mieux vaut les étaler dans le temps, dans leur imposition, parce que
le coût, si vous décaissez d'une shot, vous allez être imposé en fait à un taux d'imposition qui est hyper élevé. C'est comme si vous faisiez 150 000 par année. Donc c'est peut-être à éviter ça. Puis je vous dirais évidemment, moi je vous dirais, c'est sûr, prenez un portefeuille quand même qui est plus sécuritaire. Oui. Non, c'est pas de ne pas faire aucun changement, effectivement. Après, c'est sûr, si vous souhaitez aussi, c'est toujours à mettre aussi en perspective. Voulez-vous laisser un héritage? Voulez-vous, je sais pas, par exemple, voulez-vous acheter une maison de campagne, par exemple, dans 15 ans? C'est à prendre en compte aussi. Créez-vous aussi, et puis soyez pas non plus 100% en obligation. Vous vous souvenez, quand on avait parlé du profil d'investisseur, on avait dit, c'est mieux de se rapprocher. Il y avait la règle du 100 moins l'âge qui existe. Oui. La règle du 100 moins l'âge, c'est sûr qu'elle est à mettre en balancement. Si vous avez un objectif aussi, qui est pour un héritage par exemple, peut-être soyez encore une fois un peu plus agressif parce que votre horizon de placement est un peu plus long, parce que le but c'est de le donner à vos enfants, etc. Encore une fois, fiscalité, je vous dirais tolérance au risque est à prendre en compte, objectif de vie puis objectif de placement, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans la phase de décaissement. Puis le type de produit aussi, parce que c'est vrai, JP, là, encore une fois, tu sais que moi je travaille, avec la clientèle de détail, là, mais souvent les gens sont un peu perdus en fait sur les produits de décaissement. Est-ce que peut-être tu pourrais nous introduire par exemple quelques produits qui pourraient être qui sont parfois beaucoup bien différents en fait entre temps. Effectivement, et puis je crois que c'est un petit peu le même concept en Europe, en France par exemple, que c'est le cas ici au Québec. Mais il ne faut pas oublier, puis Gab l'a mentionné, on parle souvent de diversification et puis les solutions existent. Encore une fois, on dit toujours soyez bien conseillés avec des professionnels, que ce soit même des planificateurs financiers officiellement au Québec, là, qui peuvent vraiment vous faire et qui ont un ordre dans le but de bien vous planifier votre retraite et vous faire des plans qui sont concrets, clairs et qui sont intuitifs pour vous. Puis il ne faut pas hésiter à payer aux passants pour ces services. C'est une erreur de penser qu'une consultation, c'est un service professionnel. Dites-vous, préférez payer peut-être un peu, quand même de l'argent pour avoir quand même puis encore une fois, renseignez-vous aussi. C'est bien important. Je te laisse reprendre, JP, excuse-moi. Et puis tu sais, moi dans ma tête, il y a 3 grandes catégories de solutions et le fait d'investir dans chacune d'entre elles va être pertinente quand, surtout à votre retraite. On parlait avec Gab, on a fait un épisode là-dessus sur les fameux certificats de placement garantis, là, ou toute forme de solution avec une échéance et un taux fixe. C'est une solution qui est quand même adéquate pour la période de retraite sur du très court terme. Si quelqu'un me dit j'ai pas de projet, j'ai un projet dans 1 an, pourquoi pas mettre ça là-dedans plutôt que laisser ça dans votre compte courant ou dans un compte avec un très faible intérêt. Une autre alternative, si on peut dire sur une période un petit peu plus moyen terme, c'est un petit peu de l'ingénierie financière pure dans le domaine garanti. C'est des certificats de placement qui vont être variables, qui vont offrir une garantie de votre capital, mais un rendement qui va être indirectement lié au marché par des petites twists liés à des produits dérivés, qui est très intéressante d'ailleurs. On en reparlera peut-être à un certain point des CPG variables. C'est des produits qui sont structurés, effectivement. Comme tu as mentionné, JP, au moins vous avez la garantie de votre capital, puis vous avez des intérêts qui vont dépendre d'un bassin de placement. Là. Souvent, il y a un indice de référence. Là, puis ce genre de produit, c'est un gain minimum, qui est souvent de 0%, en fait, puis un gain plafond qui peut être, qui est en ce moment évidemment pas très intéressant, puisque en ce moment, évidemment, comme les marchés comme les taux d'intérêt aussi sont très bas, c'est difficile aussi de pouvoir... L'ingénierie financière est plus complexe. Ça, encore une fois, on en reprendra peut-être dans un autre épisode, c'est plus complexe. Exact. Et la troisième catégorie, si on peut dire, et c'est celle dans laquelle on investit pour la majeure partie de notre vie, c'est soit les fonds communs de placement, soit les ETF, ou des solutions qui n'ont pas de garantie, mais qui vont avoir, comme Gab l'a précisé, une certaine répartition d'actifs entre les actions et les obligations, qui va être à réfléchir, que vous devez bien entendu réfléchir lorsque vous arrivez à votre retraite. Vous n'allez pas avoir la même répartition pendant votre vingtaine, trentaine, que quand vous êtes rendu dans la soixantaine et que vous êtes sans emploi, par exemple, maintenant à la retraite. Puis un point que je voudrais ajouter également, puis Gab en a fait un petit peu, l'a effleuré d'une certaine manière, la base de votre réflexion quand vous commencez votre retraite, c'est quoi? C'est quel va être le coût de votre vie à votre retraite? Faites-vous des calculs, faites-vous des simulations, puis Gab l'a mentionné également. Ne soyez pas strict, soyez large. Si vous n'avez pas de certitude, parce que c'est souvent des choses qu'on n'a pas de garantie, mettez plus de coûts que pas assez. C'est toujours la règle clé, là. Mais faites-vous littéralement vos dépenses. Et puis ça peut être à la virgule proche. Un budget, en fait, tout simplement. Exactement. Mettez tout ce que vous pourriez penser, que ce soit le divertissement, que ce soit votre épicerie, mettez tout sur une liste. Et de cette manière-là, ça va vous permettre de dire, j'ai fait ça de manière optimale, j'ai fait ça en n'étant pas
strict sur les montants, en étant plus large que pas assez. Et je sais maintenant qu'à chaque 2 semaines, je devrais avoir besoin de 500$. Et donc, arrangez vos décaissements avec un professionnel pour que ça atteigne ce montant-là. Et que le restant puisse continuer à rouler de l'intérêt. Parce que, et ça on le rappelle souvent, la journée de votre retraite, c'est pas là que vous allez avoir besoin de 100% du capital que vous avez épargné toute votre vie. Laissez-en investir. On l'oublie, puis je crois que c'est... Gab, tu pourras me corriger. Les normes de l'ordre au Québec pour les planificateurs financiers, si je ne me trompe pas, on parle de plus de 90 ans pour l'âge estimé de la retraite dans les plans qui sont faits. Donc, si on prend notre retraite à 65 ans, je crois que c'est 93, 94 ans qu'ils utilisent comme cible. Tu veux dire l'espérance de vie, exactement, c'est ça? qui est utilisé. Ouais, moi, des fois, on est quand même... Et puis, oui, c'est quand même assez large. C'est quand même assez optimiste. Mais tout de même. Mais, tu sais, souvent, moi, je fais même des plans. Par exemple, on peut faire des plans aussi qui sont séparés aussi. Si vous êtes en couple aussi, c'est bien important aussi de prendre en compte les deux. Hein. Évidemment, parce que, tu sais... Vous allez avoir, et puis l'espérance de vie entre hommes et femmes aussi. Ça, c'est un point. Donc souvent, c'est ça qui est frustrant, malheureusement, avec les scénarios de décaissement, c'est que ça se base sur des hypothèses. Ouais. Puis c'est bien important dans ce genre de cas. Si jamais vous voyez aussi que vous avez trop d'argent aussi, n'hésitez pas aussi à le réinvestir. Rien ne vous empêche effectivement de modifier votre plan. Puis je sais que c'est très flexible. Tu l'as mentionné, JP, les fonds communs de placement, par exemple. C'est ça que moi je trouve fun avec ce genre de produit, c'est que c'est extrêmement flexible. Vous pouvez vous programmer par exemple des décaissements au mois, à la semaine, c'est tout dépendamment de comment vous gérez votre budget. Et ça c'est super parce que par exemple, vous dites par exemple parfait, jeudi, j'ai mon petit portefeuille qui se remplit. Puis ça se fait tout seul, puis vous pouvez vraiment programmer ça, puis moi je vous recommande ça de vous faire quand même un suivi annuel là-dessus, pour savoir, ok, absolument, parfait, ça marche bien, etc. Si jamais effectivement vous êtes au creux des marchés, il faut peut-être parfois adapter, très légèrement modifier le plan, mais c'est pour vous dire, c'est que la plupart des produits de l'industrie aujourd'hui sont très flexibles. Je voulais juste rajouter un point aussi. Souvent, tu as peut-être oublié JP, mais il y a aussi un autre produit qui s'apparente souvent au placement garanti, là, qui est de plus en plus proposé. Je sais qu'en France, c'est assez populaire, mais ici au Québec, ce l'est pas. Je vois t'en venir avec les rentes. Hein. Les rentes viagères ou les rentes certaines, ça, c'est un peu des produits similaires à des placements garantis, sauf que le contrat est figé. Vous êtes garanti avec un assureur que, parfait, je vais avoir tel ou tel montant chaque année, etc. Je sais qu'en France, c'est vraiment vendu, ça se vend comme des petits pains, surtout pour des clients très conservateurs. Faites attention parce que c'est sûr que le rendement de ce genre de produit est assez faible. Puis, l'assureur vous le vend, c'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà, premièrement, le vendeur de rente, il reçoit une belle commission quand vous rentrez là-dedans. Puis c'est un produit qui est extrêmement rentable pour l'assureur aussi, parce que lui, pendant que vous faites même pas 2% dans la rente, lui, il s'amuse à le trader dessus, puis aller chercher du 14-15%. Puis malheureusement, vous c'est sûr que vous avez une garantie, c'est sécuritaire, entre guillemets, mais vous perdez, entre guillemets, du potentiel de rendement qui aurait pu être fait. C'est un peu c'est un choix, encore une fois. Exactement. Et puis, pour conclure un petit peu sur ce segment-là, c'est un petit peu le conseil qu'on veut vous donner. Là, on a donné différents points à considérer, différents aspects clés. Mais la manière simple, c'est quoi? C'est de dire, soyez conscient que c'est un changement majeur dès maintenant. Quand vous commencez à épargner beaucoup, soyez-en conscient que c'est un défi qui s'en vient. Et que quand vous êtes rendu au point de penser à votre retraite, allez voir un professionnel, faites un plan. Et surtout, une fois que vous allez mettre en place ce plan et être en retraite, allez le faire valider, allez le changer à chaque année, allez le faire évoluer. Parce qu'on n'est pas tombé dans les détails, mais là, on parlait des placements dans les marchés. On n'a même pas parlé des détentions hypothécaires ou de propriété. C'est un autre monde complètement, mais on s'entend que c'est très complexe. Donc, faites-vous un plan. Allez voir votre professionnel à chaque année. Faites-le évoluer, faites-le changer, dépendamment de vos projets, parce que ça peut évoluer beaucoup. Profitez, bien entendu, de votre retraite s'il y a des personnes un peu plus âgées qui nous écoutent. Mais allez faire valider votre plan, c'est la clé du succès. Exact. Puis, souvent, en plus, c'est... Vraiment, je pense que c'est important aussi. L'intérêt aussi d'un plan, c'est que déjà, premièrement aussi, ça va vous faciliter aussi la gestion de votre budget. Vous allez avoir des graphiques avec des jolies couleurs. Là, souvent, ça, je me gênerai pas à dire que ça va être bien joli. Souvent, vous avez plein de chiffres, indiqués. Puis c'est extrêmement complet. Je sais que j'en fais, moi, par exemple, des plans de décaissement. Et ça peut être ça peut être simple comme complexe, tout dépendamment de ce que vous souhaitez.
Je sais que même nous, on a des outils, par exemple, moi, je parle pour ma boîte là où je travaille, que je citerai pas encore une fois. Je sais qu'on a, par exemple, même des outils pour pouvoir prévoir ce que je vous ai dit. Par exemple, papy et mamie vont acheter une résidence à la plage qui vaut tel montant dans X nombre d'années, puis ils vont la revendre, puis il va y avoir des impôts sur ce montant-là. C'est extrêmement poussé, donc tu sais, n'hésitez pas à utiliser aussi les outils aussi qui sont fournis par votre banque, et puis, parce que je sais que nous, par exemple, on a plein d'outils qui sont à disposition, même sur Internet, là, avec une calculatrice financière, on peut même faire des miracles. Et n'hésitez pas aussi à nous écouter, parce que des fois on a des fois des bonnes idées aussi pour pouvoir faire progresser votre épargne et puis la gestion de votre portefeuille. Exactement. Donc c'est ce qui va conclure notre deuxième segment aujourd'hui, et par le fait même ce 8e épisode déjà du podcast État financier. Je vais laisser Gab faire le classique, là, son petit mot de la fin clé là, sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire si vous appréciez le contenu qu'on fait depuis déjà 2 mois d'ailleurs aujourd'hui. Ben oui, n'hésitez pas à partager évidemment notre podcast si ça vous a plu. Justement, si vous avez des grands-parents aussi qui s'intéressent aussi à ce sujet-là, n'hésitez pas aussi à leur faire écouter aussi le podcast, parce que c'est triste, hein. Puis là, je m'excuse, je reviens un peu sur le dernier sujet. C'est encore une fois une phase qui est mal maîtrisée. Alors n'hésitez pas justement à partager notre contenu si vous l'avez aimé, à mettre des likes, par exemple sur YouTube, puis n'hésitez pas, comme on l'avait mentionné dans les derniers épisodes, à partager aussi sur d'autres plateformes, mettre des commentaires par exemple sur YouTube si vous avez des questions, puis ça nous fera plaisir d'aller regarder ça avec vous. Puis en tout cas, moi JP, je te souhaite une belle semaine. Belle semaine. Salut, bye bye.